Manipulateur à bras extensible. On se propose de déterminer la commande dynamique d'un manipulateur à bras extensible qui doit déplacer un objet, voire figure 1. Donc là, le manipulateur sur figure 1. Le bâti S0 fixe solidaire au repère R0, AX0, Y0, Z0. Donc le repère R0 lié à 0. Supposé galiléen. Avec G est égal à GZ0, c'est-à-dire que Z0 est descendant. Ensuite, le support S1, pièce verte, de masse M1, repère lié R1, AX1, Y1, Z0. Z0 est égal à Z1. Le mouvement de S1 par rapport à S0 est une rotation d'axe AZ0, donc liaison pivot suivant AZ0, commandée par l'actionneur M01, moteur électrique monté entre 0 et 1. Stator lié à S0 et rotor lié à S1, exerçant sur S1 un couple C1. On a un frottement visqueux de coefficient mu dans la liaison pivot 0,1. Ce frottement est modélisé par un couple s'exerçant sur S1. La position de S1 par rapport à S0 est repérée par θ. Donc entre X0 et X1, on a un angle θ. On note I1, le moment d'inertie de S1 par rapport à l'axe AZ0. Le bras pivotant S2, donc la pièce rouge, masse M2, centre d'inertie G2, repère lié R2, B, X2, Y1, Z2. Le mouvement de S2 par rapport à S1 est une rotation d'axe BY1 qui est égal à Y2, commandée par l'actionneur M12, donc un moteur électrique monté entre 1 et 2, exerçant sur S2 un couple C2, porté par l'axe de la liaison pivot, c'est-à-dire porté par Y2. La position de S2 par rapport à S1 est repérée par un angle phi entre X1 et X2. La base du repère R2, c'est-à-dire le repère B2, X2, Y1, Z2, est une base principale d'inertie pour le bras pivotant 2. Donc dans ce cas, on va utiliser les moments d'inertie A2, B2, C2 comme étant les moments principaux d'inertie de S2. La distance AB est égale à LX1, donc AB est égal à L porté par X1, et la distance BG2 est égale à EZ2. Ensuite, la troisième pièce, la pièce bleue, le bras S3, de masse M3 et de centre d'inertie G3. La liaison entre S2 et S3 sera considérée comme glissière de direction Z2. On pose BH est égal à Z porté par Z2, donc BH. H est un point appartenant à la pièce bleue, la pièce 3. Donc, ça veut dire que la distance Z est variable. HG3 et la distance HG3. G3 est un point de la pièce 3. HG3 est égal à DZ2. On donne la matrice d'inertie de la pièce 3 au point G3. Donc, A3, B3, C3 et moins D3. C'est-à-dire que la matrice n'est pas diagonale. La liaison entre S2 et S3 est commandée par un actionneur V23, c'est-à-dire un fer à monter entre 2 et 3, exerçant sur S3 un glisseur. Il y a une force connue au point H de résultante F portée par Z2. Donc c'est un vérin qui génère une force F Z2 qui permet de déplacer la pièce 3 par rapport à la pièce 2. Donc translation de la pièce 3 par rapport à la pièce 2. Et enfin, on a un ressort de traction-compression de raideur K et de longueur libre Z0, c'est-à-dire longueur à l'état initial c'est Z0, qui représente la longueur L0 initiale, et placé entre S2 et S3, ce ressort permet de rappeler le bras 3 à sa position initiale. On passe maintenant aux questions. Le solide S3, dont la forme n'est pas donnée, donc présente un élément de symétrie matérielle. Lequel? Donc d'après la forme de la matrice d'inertie, on a deux produits d'inertie nuls. Ça veut dire que la matrice a un plan de symétrie. Alors lequel? Alors puisque le produit d'inertie E, qui est égal à l'intégrale de xz, et le produit d'inertie F, qui est égal à l'intégrale de xy, sont nuls. Les deux intégrales qui dépendent de x sont nulles. Ça veut dire que le plan de symétrie, c'est le plan YZ. Le repère lié à la pièce 3, c'est le repère X2, Y1, Z2. Donc le plan ici de symétrie, c'est le plan. La matrice s'exprime dans la base B2, donc le plan de symétrie, c'est le plan Y1, Z2.
Donc, d'après sa matrice d'inertie, d'après la forme, le plan de symétrie matérielle est le plan G3, Y1, Z2, puisque la matrice est exprimée au point G3. Deuxième question, détermine le torseur cinématique au point H, dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Remarque, tracez d'abord les figures planes de changement de base. Alors, on a ici deux liaisons pivots, une liaison pivot entre 0 et 1, ça veut dire qu'il faut tracer une figure plane correspondant au changement de base entre 0 et 1. Ensuite, une deuxième liaison pivot entre 1 et 2, donc une deuxième figure plane représentant le changement de base de 1 à 2. Donc la première liaison pivot est une liaison pivot suivant Z0. Donc, changement de base en passant de 0 à 1. Donc, on a un angle θ entre x0 et x1 et entre y0 et y1. Donc là, c'est la figure plane correspondant à la liaison pivot 0, 1. Ensuite, pour la deuxième liaison pivot 1, 2, donc on aura ici, bien sûr, c'est une liaison pivot suivant y1. Donc, changement de base de 1 à 2. Donc, bien sûr, ici, c'est z0 puisque z0 est égal à z1. Donc, phi entre z0 et z2, mais aussi un phi entre x1 et x2. Alors maintenant, on passe à la détermination du torseur cinématique en H. Alors, on détermine d'abord le oméga, puisqu'on cherche le torseur cinématique de 2 sur 0. Donc, il faut chercher la vitesse de rotation, donc oméga de 2 par rapport à 0. Et ensuite, il faut chercher la vitesse linéaire VH appartenant à 2 par rapport à 0. Donc, si on commence par oméga de 2 par rapport à 0, il n'y a pas de liaison directe entre 2 et 0, donc je peux décomposer le mouvement en passant par 1. Donc 2 par rapport à 0, c'est 2 par rapport à 1, c'est-à-dire la deuxième figure, plus 1 par rapport à 0, c'est la première figure. Donc je peux écrire que oméga de 2 par rapport à 0, c'est θ.z0 qui représente oméga de 1 par rapport à 0, plus phi.y1 qui représente oméga de 2 par rapport à 1. Ensuite, pour la vitesse linéaire, alors pour la vitesse VH, on a deux solutions. Soit on calcule la vitesse en dérivant un vecteur position, ou bien on peut la calculer en utilisant la relation de champ de moment. Donc là, je vais choisir la relation de champ de moment en passant par le point B. Donc je vais écrire que VH appartenant à 2 par rapport à 0 est égal à VB appartenant à 2 par rapport à 0, plus HB vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. On aura VH de 2 par rapport à 0 est égal à VB de 2 par rapport à 0, plus oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel BH, ou bien plus HB vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. La vitesse VB de 2 par rapport à 0, comment on va la calculer? Je peux dériver le vecteur position AB. Donc c'est la dérivée du vecteur position AB sur dt par rapport à R0. Sachant que AB est égal à Lx1. Alors L bien sûr est une constante, donc il vous reste, il faut dériver x1. Donc la dérivée de x1 sur dt par rapport à R0, tout simplement, je tourne de pi sur 2. Rotation de pi sur 2 dans le sens positif, donc ça va être θ.y1. Donc c'est Lθ.y1. Ou bien, si vous ne connaissez pas cette méthode, vous pouvez écrire que la dérivée de x1 sur dt par rapport à R0 est égale à la dérivée de x1 sur dt par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel x1. Donc dans les deux cas, c'est facile. Je vais vous laisser le lien. Vous pouvez voir le même exercice, mais en cinématique. Donc vous verrez comment on calcule la vitesse VB de 2 par rapport à 0 en utilisant la dérivée du vecteur position. Plus oméga de 2 par rapport à 0 qu'on a déjà déterminé, vectoriel BH. Donc je remplace oméga, vectoriel BH. Alors BH est égal à Z porté par Z2. Donc Lθ.y1 plus, alors Z0 vectoriel Z2, Z0, Z2 c'est un sens direct, donc c'est sinus phi porté par Y1. Donc c'est Z, θ point, sinus phi porté par Y1. Ensuite, Y1, Z2, sachant que Y1 est égal à Y2, donc Y2, Z2 c'est X2. Donc c'est phi Z, X2. On aura VH de 2 par rapport à 0 est égal à L plus Z sinus phi, θ point porté par Y1 plus Z phi point X2. Troisième question, déterminer VG2 appartenant à 2 par rapport à 0. Donc je peux dériver un vecteur position, le vecteur position AG2. AG2, donc c'est AB plus BG2. Donc VG2 appartenant à 2 par rapport à 0 est égal à VP appartenant à 2 par rapport à 0 plus oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel BG2. C'est-à-dire la même expression que tout à l'heure, mais cette fois au lieu de mettre le point H, on va mettre le point G, G2. À la place de Z, on va mettre E. Donc ça va être le même résultat, mais là où il y a un Z, vous mettez un E.
à la place de Z. Donc, même expression, L plus E sinus phi θ.y1 plus E phi point x2. La question après, déterminer le moment cinétique du point B de 2 par rapport à 0. Donc sigma B de 2 par rapport à 0. Il faut faire attention au point B. Le point B n'est pas fixe. Donc on aura le premier terme matrice fois oméga, mais plus un deuxième terme. Donc plus M2 BG2 vectoriel VB de 2 par rapport à 0. Puisque le point B n'est pas fixe. Donc là c'est la matrice fois oméga. Alors là il faut faire attention. La base du repère R2 BX2 Y1 Z2 est une base principale d'inertie. Ça veut dire que la matrice d'inertie serait diagonale dans la base X2, Y1, Z2 au point B et non pas au point G2, au point B. Donc cette matrice IB2 est diagonale car la base X2, Y1, Z2 est principale d'inertie. D'où, puisque la matrice est exprimée dans la base 2, on est obligé d'écrire oméga dans la base 2. Donc oméga tout à l'heure on l'a déterminé comme étant θ.z0 plus phi.y1. y1 est égal à y2. Donc là je garde le y1, mais z0 il faut l'écrire dans la base 2. Dans la base 2, z0 dans la base 2, c'est cos phi z2 moins sinus phi x2. Donc cos phi z2 moins sinus phi x2. Donc, avec bien sûr multiplié, bien sûr fois θ point. Alors ça c'est pour le premier terme. Pour le deuxième terme, M2 plus BG2. Alors BG2 est donné. La distance BG2 est égale à EZ2. Donc M2 EZ2 vectoriel. VB de 2 par rapport à 0. On a déjà dit que c'est L θ.y1. On l'a déjà déterminé dans la question précédente. Donc c'est L, VB de 2 par rapport à 0, c'est L θ.y1. L θ.y1 égale, alors pour le premier terme, donc ligne colonne, première ligne colonne, donc ça va être A2 fois ça, donc A2 moins A2 θ.sinus phi. Ensuite ligne colonne c'est B2 phi point. Ensuite ligne colonne c'est C2 θ.cos phi. Plus, alors le produit vectoriel de Z2 Y1, sachant que Y1 est égal à Y2, donc Z2 Y2 c'est moins X2. Donc moins M2 E L θ.x2. Donc je peux ajouter ce terme, je peux l'ajouter ici dans la première composante puisque c'est suivant x2. C'est le moment cinétique au point B de 2 par rapport à 0. Question numéro 5, détermine le moment cinétique sigma G2 de 2 par rapport à 0. Alors ici, puisqu'on a déjà déterminé le moment cinétique au point B, donc je peux utiliser la relation de champ de moment entre le point B et le point G2 pour déterminer le sigma G2 de 2 par rapport à 0. Alors, sigma G2 de 2 par rapport à 0 est égal à sigma B de 2 par rapport à 0 plus G2B vectoriel M2, vectoriel résultante cinétique, M2 VG2 de 2 par rapport à 0. Alors, sigma de 2 par rapport à 0 au point B est déjà déterminé. La distance G2B, donc je peux chercher cette distance. Donc dans l'énoncé, BG2 est égal à Z2. Ça veut dire que G2B, c'est moins Z2. Donc c'est moins Z2 vectoriel VG2. VG2 de 2 par rapport à 0 est déjà déterminé. Alors VG2 est là. Donc c'est L plus E sinus phi θ.y1 plus E phi point x2. Ensuite on peut faire le calcul. Donc sigma B de 2 par rapport à 0 plus Z2 vectoriel Y2, puisque Y1 est égal à Y2, donc ça va être moins X2. Donc avec le moins c'est plus, donc plus M2E, L plus E sinus phi θ.x2. Ensuite Z2 vectoriel X2 c'est Y2. Donc je garde aussi moins, donc moins M2E, avec le E c'est E carré, phi point Y1. Et bien sûr après je remplace sigma par son expression. Alors, je constate bien sûr que ce résultat est exprimé dans la base 2, puisque sigma est exprimé dans la base 2. Donc là, j'ajoute le premier terme, je vais l'ajouter ici. Et le deuxième terme, je l'ajoute dans la deuxième composante. Et j'obtiens bien sûr sigma au point G2. Alors, si on ajoute les deux termes, je recopie cette expression, plus, et j'ajoute le terme suivant x ici, et le terme suivant y là.
Mais bien sûr, ici, je constate que moins M de E, L, θ point, plus M de E, L, θ point, donc deux termes opposés. Donc, il me reste moins A2 θ point sinus phi, plus M de E, avec le E, donc E carré sinus phi θ point. Deuxième terme, je peux factoriser par phi point, et le troisième terme reste le même. Question numéro 6, déterminer le moment cinétique sigma G3 de 3 par rapport à 0. Alors, premièrement, on constate que la matrice est exprimée au point G3. Donc là, je peux utiliser directement la formule. Donc sigma G3, c'est la matrice fois oméga. Il y aurait un seul terme, matrice fois oméga. Alors, sigma G3 de 3 par rapport à 0 est égal à la matrice au point G3 de la pièce 3 fois oméga de 3 par rapport à 0. Avec oméga de 3 par rapport à 0, bien sûr, c'est oméga de 3 sur 2. 3 sur 2 est un mouvement de translation. Plus oméga de 2 sur 0. Donc oméga de 3 est égal à oméga de 2 par rapport à 0. Et oméga 2 est déjà exprimé dans la base 2. Là, exprimé dans la base 2, dans la question précédente. Là, elle est exprimée dans la base 2. D'une part. D'autre part, la matrice de la pièce 3 est exprimée aussi dans la base 2. Donc là, IG3, S3, mais dans la base 2. Donc là, oméga exprimé dans la base 2, matrice exprimée dans la base 2. On obtient le résultat suivant. Je fais le calcul, donc ligne colonne comme toujours, donc moins A3 θ point sinus phi. Deuxième ligne colonne, donc c'est B3 phi point moins D3 θ point cos phi, D3 phi point, plus C3 θ point cos. Donc là, c'est l'expression de sigma G3, de 3 par rapport à 0. La question 7, déterminer la projection sur Y1 du mouvement dynamique au point B du mouvement de 2 par rapport à 0. Donc delta P de 2 par rapport à 0, scalaire Y1. Le point B n'est pas fixe. Donc n'est pas fixe. Ça veut dire que, d'après la formule, delta P de 2 par rapport à 0 est égal à la dérivée de sigma B de 2 par rapport à 0 plus M VB vectoriel VG. Donc il y aurait un deuxième terme puisque le point B n'est pas fixe. Donc Y1, je remplace delta par la formule. Donc D de sigma de 2 par rapport à 0 plus M2 VB vectoriel VG2 égale Y1 fois, donc la dérivée de sigma B de 2 par rapport à 0 plus VB, on l'a déjà calculé, c'est Lθ.Y1, donc M2 Lθ.Y1 vectoriel VG de 2 par rapport à 0, on l'a déjà calculé. Mais là, on constate que là c'est un produit mixte, Y1 scalaire Y1 vectoriel VG. C'est un produit mixte dans lequel un vecteur se répète deux fois. Donc automatiquement c'est un 0. Ou bien tout simplement vous dites que le résultat de ce produit vectoriel est un vecteur qui est forcément perpendiculaire à Y1. Ensuite on va le multiplier fois Y1, donc ça va donner un 0. Donc il vous reste un seul terme, c'est Y fois D2 sigma B de 2 par rapport à 0 sur DT. Une deuxième remarque, c'est que si vous voulez introduire Y1 dans cette dérivée, faites attention, elle n'est pas fixe dans le repère R0. Donc on peut l'introduire, mais il faut retrancher un terme. Donc là, ça va être donc Y1 D2 sigma B de 2 par rapport à 0 est égal. J'introduis Y1 dans la dérivée, donc c'est Y1 fois sigma, mais moins sigma fois la dérivée de 1 sur dt par rapport à R0, puisque Y1 n'est pas fixe dans le repère R0. Égal, donc Y1 fois sigma B de 2 par rapport à 0 plus sigma B de 2 par rapport à 0 fois la dérivée de Y1 est égale à θ point x1 avec un signe moins, donc le moins ça va être un plus. La dérivée de Y1, rotation de P sur 2, c'est θ point fois moins x1, donc moins θ point x1. Et bien sûr, sigma B de 2 par rapport à 0, scalaire Y1 est déjà calculé. Alors il est là, sigma B de 2 par rapport à 0. Scalaire Y1, donc tout simplement on va prendre le deuxième terme, scalaire Y1, donc c'est B2 phi point. Alors le premier terme ici c'est B2 phi point, si on dérive, B2 bien sûr est constant, donc ça va être B2 phi 2 points. Alors ça c'est pour le premier terme. Pour le deuxième terme, on multiplie cette fois sigma, on va le multiplier fois x1. Donc là je multiplie, donc là c'est x2. Composante x2. Donc x2 scalaire x1, d'après la figure, c'est cos phi. Donc le premier terme doit être multiplié fois cos phi. Ensuite, y1, x1, c'est 0. Ensuite,
Z2 x1. Alors Z2 x1, c'est un sinus phi. Donc Z2 x1, c'est sinus phi. C'est-à-dire qu'il faut multiplier le troisième terme fois sinus phi. Donc là, on aura ici C2 θ point cos phi sinus phi. Et là, on aura moins A2 θ point sinus phi moins M2 EL θ point le tout fois cos phi. D'où le résultat suivant. Donc le premier terme, bien sûr, dérivée seconde de phi, donc B2 phi 2 point, moins. Alors le premier terme suivant x multiplié fois le cosinus. Et le troisième terme multiplié fois sinus. Établir le schéma d'analyse graphe des actions mécaniques du système. Alors le graphe des actions mécaniques est très simple. On commence d'abord par les liaisons. Donc entre 0 et 1, on a dit qu'il y a une liaison pivot suivant AZ0. Ensuite entre 1 et 2, une liaison pivot suivant BY1. Et entre 2 et 3, une liaison glissière suivant Z2. Le paramètre cinématique pour la première, c'est θ, d'après la figure plane. Pour le deuxième, c'est phi. On peut le voir sur la deuxième figure plane. Et pour la troisième, puisque c'est une translation, le paramètre ici, c'est Z, paramètre de translation. Bien sûr, les trois pièces 1, 2, 3 sont soumises à l'action d'apesanteur, donc pesanteur sur 1, 2, 3. Ensuite, on a dit qu'entre 0 et 1, on a un moteur électrique qui entraîne 1 par rapport à 0, stator fixé sur 0, rotor fixé sur 1. Et on a aussi un frottement visqueux entre 0 et 1, frottement visqueux de coefficient mu. Et entre 1 et 2, on a un deuxième moteur M12 entre 1 et 2. Alors, pas de frottement sur la deuxième liaison. Sur la troisième liaison, pas de frottement, mais il y a un ressort R de rappel entre 2 et 3, qui rappelle la pièce 3 à sa position initiale. Il y a un vérin, bien sûr, entre 2 et 3, qui permet de pousser la pièce 3 en translation par rapport à la pièce 2. Question 9. Écrire les équations permettant de déterminer les couples moteurs C1 et C2. Ne pas développer les calculs intervenant dans les termes cinétiques dans cette question. Développer seulement les termes d'action mécanique, indiquer les éléments isolés et les théorèmes utilisés. Alors pour la question 9, déterminer les couples C01 et C12, bien C1 et C2. Alors tout d'abord, il faut localiser le couple C1 ou bien C01. Alors le couple C1 se trouve ici. Alors il est là. C'est un couple exercé par le moteur sur 1. Donc pour déterminer ce couple, je suis obligé de couper la liaison entre 0 et 1. Donc je dois isoler 1. Mais bien sûr, si j'isole un seul, là j'aurai un problème. Je vais couper une deuxième liaison. Si j'isole 1, 2, la même chose, je couperai une deuxième liaison. Donc normalement, je dois éviter de couper les autres liaisons pour ne pas faire apparaître leurs composants statiques de leur torseur. Donc pour éviter de faire apparaître les inconnus de liaison, les liaisons 1, 2 et 2, 3, je serai obligé d'isoler l'ensemble. Donc j'isole 1 plus 2 plus 3 et dans ce cas, je couperai une seule liaison. Là, je suis sûr que je verrai pas les inconnus de liaison 1, 2 et 2, 3. Alors pour éviter encore de faire apparaître les inconnus de la liaison pivot, tout simplement, je projette sur l'axe dont la composante statique est nulle. Alors ici, puisque c'est une liaison pivot suivant AZ0, ça veut dire que la composante N du torseur statique est nulle. Donc le torseur statique, normalement, ça va être X, Y, Z, LM, 0. Alors là, je projette sur 0. Puisque c'est la colonne moment, donc j'appliquerai le théorème, le TMD. Donc finalement, le théorème, c'est le TMD au point A en projection sur Z0 appliqué à 1 plus 2 plus 3 pour déterminer C01. Ensuite, pour déterminer le deuxième couple exercé par le moteur sur 2. Donc je localise d'abord le couple il est là. Donc là c'est le couple exercé par le moteur sur 2. Donc là encore je couperai la liaison 1-2. Mais je dois pas faire apparaître les autres liaisons. Donc là la seule solution c'est que je dois isoler 2 plus 3 en même temps pour éviter de faire apparaître les inconnus de la liaison 2, 3. Et pour éviter aussi de faire apparaître les inconnus de la liaison que j'ai coupée, je vais projeter sur l'axe dont la composante statique est nulle. Donc ici pour la liaison pivot BY1, le torseur statique serait X, Y, Z, L, 0 et N. Ça veut dire que le moment suivant Y est nul. Donc je vais choisir le TMD puisque c'est un moment qui est nul, c'est un moment statique. Donc je choisirai le TMD au point B en projection sur Y1 appliqué à 2 plus 3. Alors pour déterminer C1, on isole 1 plus 2 plus 3 puis on applique le TMD en projection sur Z0 au point A. Donc j'aurai ici, puisque j'ai isolé les trois solides, donc j'aurai Z0 scalaire delta A de 1 par rapport à 0,
delta A de 2 par rapport à 0, delta A de 3 par rapport à 0, le tout scalaire Z0 bien sûr, est égal à, donc, là si je regarde le graphe des actions mécaniques, alors le moment ici en projection sur Z0 de la liaison de 0 sur 1 serait nul, puisque la composante statique suivant cet axe est égale à 0. Le moment suivant cet axe du moteur est égal à C1. Et le moment du frottement, le couple résistant du frottement, ça va être le couple résistant moins mu fois la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0. Donc moins mu θ point. D'où l'expression finale, C1 moins mu θ point. Bien sûr, le moment de la pesanteur pour les trois solides projetés sur Z0 est nul. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple le premier, on va dire que le moment au point A de la pesanteur sur 1 est égal au moment au point G1 par exemple, sans d'inertie de 1, point G1 de la pesanteur sur 1, plus AG1 vectoriel, le poids. Le poids c'est MGZ0. Le tout scalaire Z0. Alors on constatera qu'on aura un produit mixte dans lequel un vecteur se répète deux fois, c'est le vecteur Z0. Donc la pesanteur serait nulle pour les trois. Pour les trois. En A bien sûr, en A. Pour déterminer le couple C2, on isole 2 plus 3, puis on applique le TMT en projection sur Y1 au point P. Donc on obtient le résultat suivant, donc Y1, puisqu'on a isolé 2 plus 3, donc Y1 fois delta B de 2 par rapport à 0 plus delta B de 3 par rapport à 0 est égal. Alors là, si j'isole 2 plus 3, je vais couper bien sûr la liaison. Donc au niveau de la liaison, le moment est nul. Au niveau du moteur, bien sûr, ça va être C2. Et il vous reste la pesanteur. Il faut chercher le moment de la pesanteur sur 2 et sur 3. Alors, C2 plus le moment plus Y1 fois le moment de la pesanteur au point B. Et le moment de la pesanteur au point B, la pesanteur de 2 et de 3. Alors, cette expression, ça vient de quoi? Normalement, le moment au point B de la pesanteur est égal au moment au point G2 de la pesanteur qui est nul, plus BG2 vectoriel, le poids. Le poids, c'est M2 GZ0. Donc, il faut calculer ces deux expressions. BG2, bien sûr, est égal à EZ2 et BG3. BG3, il faut passer par H. Donc, BG3, c'est PH plus HG3. Donc, puisque les deux sont portés par Z, donc ça va être Z plus D porté par Z2. Donc, pour les deux composants, là, c'est Z2. Là encore, c'est Z2. Alors, ici, c'est E, Z2. Donc, je peux faire sortir E et M2 et G. E et M2 et G. Et j'aurai Z2 vectoriel Z0. Et là, je peux faire sortir Z plus D. Z plus D fois M3 fois G. Et j'aurai Z2 vectoriel Z0. Donc là, il faut calculer le produit mixte Y1, Z2, Z0. Y1, Z2, Z0. Alors, Z2 vectoriel Z0, c'est moins sinus phi porté par Y1. Fois Y1, donc c'est moins sinus phi. Donc là, ça va être moins sinus phi. Et la même chose ici, moins sinus phi. Donc C2 moins M2 EG sinus phi moins M3 Z plus D G sinus phi. Et la deuxième équation, C2 moins M2 E plus M3 Z plus D G, le tout fois G sinus phi. Dixième question, isoler le solide 3 et écrire l'équation du mouvement qui en découle. Alors, si on isole 3, alors on voit bien sur le schéma que si on veut obtenir une équation de mouvement, il ne faut pas qu'elle contienne les composantes de la liaison glissière entre 2 et 3. Donc, pour éviter de faire apparaître les inconnus de la liaison glissière, je dois projeter sur l'axe dont la composante statique est nulle. Donc ici, puisque c'est une liaison glissière, la forme du torseur statique, c'est x, y, 0, puisque c'est une glissière sur Z, donc x, y, 0, L, M, N. Donc la seule composante nulle, c'est la composante Z. Donc je vais tout simplement, puisque c'est la première colonne, c'est la colonne résultante, donc j'applique le TRD. Donc je dois appliquer le TRD en projection sur Z2 pour éviter de faire apparaître l'inconnu de liaison entre 2 et 3. Donc on applique le TRD. Donc on isole 3, puis on applique le TRD en projection sur Z2. On obtient l'équation suivante. Donc M TRD c'est M gamma scalaire Z2. Et là de l'autre côté, il faut calculer
il faut calculer les composantes statiques. Alors les termes statiques qu'on aura ici, l'isolement, on va couper la liaison. Au niveau de la liaison pivot, ça va être 0, donc le R de 2 sur 3. La résultante statique de 2 sur 3 scalaire Z2, c'est 0. La résultante statique du vérin sur 3, ça va être la force F, puisqu'il est porté par Z2. Et l'action de ressort aussi, ça va générer une force. Et bien sûr, plus la pesanteur scalaire Z2. Donc la pesanteur portée par Z0 scalaire Z2. Donc F généré par le vérin. Au niveau de la liaison glissière, c'est 0 bien sûr. Là c'est l'action de ressort, moins K. L moins L0, ou bien L à l'instant T, moins L à l'instant initial, donc moins KZ moins Z0, plus l'action de la pesanteur M3G Z0, scalaire Z2. Donc F, K, Z moins Z0, et Z2 scalaire Z0, Z2 scalaire Z0, c'est cos phi. Donc M3G cos phi. Alors maintenant, il faut développer l'autre terme. Donc Z2 scalaire gamma G3 par rapport à 0. Donc Z2 fois. Et bien sûr, ici, on constate que Z2 n'est pas fixe dans le repère R0. Donc si j'introduis Z2 dans la dérivée, je dois retrancher le terme VG3 par rapport à 0 scalaire fois la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R0. Avec bien sûr VG est égal à la dérivée de AG3 est égal à D sur dt, donc je remplace AG3. D'après l'énoncé, AG3 c'est AB plus BH plus HG3. Donc c'est LX1 plus Z plus D Z2. Donc c'est LX1 plus Z plus D Z2 par rapport à R0. Donc la dérivée du premier terme déjà calculée, donc c'est L θ point Y1 plus la dérivée du deuxième terme. Attention, Z n'est pas constant, donc je dérive d'abord Z plus D, D constant, donc c'est Z point Z2 plus Z plus D fois la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R0. Alors pour calculer cette dérivée, il faut utiliser la formule dérivation vectorielle, c'est-à-dire la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R0 est égale à la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R2, qui est nul, plus oméga de 2 par rapport à 0, vectoriel Z2. Alors le oméga de 2 par rapport à 0, la voilà, c'est θ point Z0 plus phi point Y1, vectoriel Z2. Là est égal Z0 vectoriel Z2, Z0 vectoriel Z2, c'est sinus phi Y1. Donc sinus phi Y1. Z plus D fois θ point sinus phi Y1. Et Y1 Z2, Y1 est égal à Y2. Donc Y2 Z2 c'est X2. Donc phi point X2. Donc Z plus D phi point X2 plus Z plus D θ point sinus phi Y1 plus bien sûr L θ point par Y1 plus Z point Z2. Donc, voilà. Donc là on a calculé la vitesse VG. Maintenant il faut multiplier la vitesse VG fois Z2 et ensuite dériver le terme. Et encore il faut calculer la vitesse multipliée fois la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R0. Donc Z2 fois gamma G3 est égal à Z2 fois VG est égal. Donc pour le premier terme, je prends la composante suivant Z2. Puisque le résultat est exprimé dans la base 2. Attention, Y1 est égal à Y2. Donc ça va être directement Z2 point. Premier terme. Moins. Alors maintenant, VG fois la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R0. On a dit que cette dérivée, c'est oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel Z2. Donc Z0, Z2, on a dit que c'est un sinus phi θ point. Donc sinus phi θ point Y1. Et Y1 Z2, on a dit que c'est phi point X2. Phi point X2. Donc maintenant, il faut multiplier cette vitesse. Il faut la multiplier fois ce terme. Donc terme par terme. Si on commence par Y1. Y1 scalaire X2. Y1 est égal à Y2. Y1 scalaire X2, c'est 0. Ils sont orthogonaux. Y1 scalaire Y1, c'est 1. Donc je garde le deuxième terme. Y1 scalaire Z2, c'est 0. Ils sont orthogonaux. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai L, θ point, plus Z plus D, θ point, sinus phi. Le tout fois θ point sinus phi. X2 c'est 1, X2, Y2 c'est 0, X2, Z2 c'est 0. Donc il vous reste un seul terme, Z plus D, phi point carré. Là c'est le premier terme. Ensuite, deuxième terme, on a dit qu'il faut multiplier ça fois ça. Donc c'est
L θ point plus Z plus D θ point sinus phi, le tout fois θ point sinus phi. Le tout fois θ point sinus phi. N'oubliez pas qu'il y a un 6 mois ici. Il y a un 6 mois. Ensuite, deuxième terme, x fois x. Donc, plus Z plus D, phi point au carré, égale Z2. Donc, L θ point carré sinus phi, moins Z plus D, θ point carré, sinus carré phi, plus Z plus D, phi point carré. Alors là, j'ai calculé Z2 scalaire gamma. D'où l'équation demandée, c'est-à-dire Z2 M3 gamma G est égal à F moins K Z moins Z0 plus M3 G cos phi. Donc là, je remplace Z2 M3 gamma par cette expression finale. Donc Z3, normalement ici, j'ai oublié la masse, normalement c'est Z2 gamma fois M3. Donc le tout, ici, le tout multiplié fois M3. Donc normalement c'est M3 facteur de Z2 point, moins L θ point carré sinus phi, moins Z plus D θ point carré sinus carré, moins Z plus D phi point carré. Bien sûr, le tout fois M3 est égal au deuxième terme F moins K Z moins Z0 plus M3 G cos phi. La question après, déterminer l'énergie cinétique du système sigma 2 composé des deux solides 1 et 2 dans leur mouvement par rapport à 0. Notez T de sigma 2 par rapport à 0. Donc, je cherche T de sigma 2 par rapport à 0. Sigma 2, c'est 1 plus 2. Donc, je peux la décomposer en deux énergies cinétiques. L'énergie cinétique de 1 par rapport à 0 plus l'énergie cinétique de 2 par rapport à 0. Donc, T de sigma 2 par rapport à 0 est égal à T de 1 par rapport à 0 plus T de 2 par rapport à 0. Alors, T de 1 par rapport à 0, c'est directement puisque le solide 1 est un solide en rotation autour d'un axe fixe. 1 est un solide en rotation autour d'un axe fixe. Et en plus, on vous a donné son moment d'inertie par rapport à son axe de rotation. Donc, c'est I1, le moment d'inertie de S1 par rapport à son axe de rotation AZ0. Donc là, je peux dire directement, je peux appliquer directement la formule simple de l'énergie cinétique. 1 demi, moment d'inertie, vitesse de rotation au carré. Donc, T de sigma 2 par rapport à 0 est égal à T de 1 par rapport à 0 plus T de 2 par rapport à 0. On a dit que le mouvement de 1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, donc c'est directement un demi-moment d'inertie suivant cet axe, donc I1 fois θ point carré, plus T2 de 2 par rapport à 0. Donc on va calculer T2 par rapport à 0. Donc T2 par rapport à 0 est égal à 1 demi torseur cinématique 2 par rapport à 0 fois le torseur cinétique 2 par rapport à 0. Donc c'est 1 demi oméga de 2 par rapport à 0, VB appartenant à 2 par rapport à 0. Bien sûr, ici, il faut exprimer les deux torseurs au même point. On a choisi le point B puisqu'on a déjà calculé le moment cinétique au point B, ainsi que la vitesse VB de 2 par rapport à 0. Donc les torseurs sont exprimés au même point. Pour le torseur cinétique, le résultant cinétique c'est M2 VG2 de 2 par rapport à 0 et sigma P de 2 par rapport à 0. Ensuite, donc on multiplie la résultante du premier fois le moment du deuxième, plus le moment du premier fois la résultante du deuxième. Donc c'est 1 demi oméga 2 par rapport à 0 fois sigma B de 2 par rapport à 0, plus M2 VG2 de 2 par rapport à 0 fois VB de 2 par rapport à 0. Alors si on commence par le premier terme, oméga de 2 par rapport à 0 fois sigma B de 2 par rapport à 0. Donc dans la question 4, on avait déterminé sigma B de 2 par rapport à 0. Et on avait aussi utilisé oméga de 2 par rapport à 0. Donc si on calcule le produit scalaire de sigma B de 2 par rapport à 0 fois oméga de 2 par rapport à 0, donc tout simplement on multiplie le premier terme fois le premier, plus le deuxième fois le deuxième, plus le troisième fois le troisième. Alors ici on peut factoriser par le 6 moins, donc on aura ici moins fois moins, donc c'est plus. Donc ça va être directement A2 θ point sinus phi plus M2 EL θ point, le tout fois θ point sinus phi pour le premier terme, plus deuxième terme B2 phi point carré, plus troisième terme, C2, θ point carré, cos carré, phi. Donc ça, c'est le produit scalaire de sigma B fois oméga. De même pour la vitesse VG de 2 par rapport à 0 scalaire VB. Là aussi, on a déjà calculé VG, donc il suffit de la multiplier fois VB de 2 par rapport à 0. Donc là, on voit ici le vecteur VG, donc c'est L plus E sinus phi fois θ point Y1 plus E phi point X2. Et là, le VB de 2 par rapport à 0, c'est L θ point Y1. Le produit scalaire du premier terme fois le deuxième terme, donc Y1 fois Y1 c'est 1, Y1 fois X2 c'est 0 puisque Y1 est égal à Y2, donc orthogonaux. Donc ça va être L θ point fois L plus E sinus phi, le tout fois
θ point. Donc ça va être L θ point carré, L plus E sinus phi. Donc là, c'est le produit scalaire de VG2 fois VB2. Donc, je commence par VG. Donc VG fois VB, ça va être M2 L θ point carré, L plus E sinus phi. Et oméga fois sigma, c'est A2 θ point carré sinus carré phi, plus M2 E L θ point carré sinus phi, plus B2 phi point carré, plus C2 θ point carré cos carré phi. Ainsi, l'énergie cinétique de 2 par rapport à Z est égale à 1 demi A2 θ point carré sinus carré phi, plus, alors ici, M2 E L θ point carré sinus phi, M2 L θ point carré E sinus phi. Donc c'est deux fois ce terme, plus B2 phi point carré, plus C2 θ point carré cos carré phi, plus le terme qui reste, c'est M2 L carré, L carré, θ point carré. Et finalement, l'énergie cinétique totale de sigma 2 par rapport à 0 est égale à 1 demi l'énergie cinétique de 1, plus le reste, c'est l'énergie cinétique de 2. Question 12. Écrire l'équation scalaire permettant de déterminer en fonction des données l'inconnu de liaison Z01, composant suivant Z0 de la résultante de l'action mécanique de la liaison 0,1 de 0 sur 1, sans développer les termes dynamiques. Donc, pour déterminer Z01, c'est-à-dire la composante du torseur statique de 0 sur 1, la composante résultante suivant Z, et il faut isoler 1 plus 2 plus 3 pour couper cette liaison, et en même temps pour éviter de faire apparaître les inconnus des autres liaisons. Donc, si on isole 1 plus 2 plus 3, et si on applique le TRD en projection sur Z0, ça va être la composante de la résultante suivant Z0, c'est-à-dire Z01, de 0 sur 1. Et en même temps, on va couper l'action du moteur sur 1 et l'action du frottement. Or, l'action du moteur, ici, est un torseur couple. Donc, sa résultante est nulle. Donc, résultante nulle, c'est-à-dire la TRD projetée sur cet axe, ça va être projeté sur Z0, c'est 0. Le torseur dû au frottement est un torseur couple. Donc, là aussi, sa résultante est nulle. Donc, il reste seulement l'action Z01 et l'action de l'apesanteur scalaire Z0. Or, l'action de l'apesanteur, c'est la masse fois G portée par Z0 pour les trois. Donc, ça va être MGZ0, scalaire Z0. Donc, ça va être MG. Donc, ça va être M1 plus M2 plus M3, le tout fois G. Donc, on isole 1 plus 2 plus 3 et on applique le TRD en projection sur Z0. On aura Z0 fois M gamma G1 par rapport à 0 plus M2 gamma G2 par rapport à 0 plus M3 gamma G3 par rapport à 0. Donc ça c'est la résultante dynamique scalaire Z0. Ensuite le deuxième terme, on a dit que ça va donner Z01 et la somme des masses fois G. Là, donc là on obtient Z01. Donc Z01 est égal à Z0 fois les trois résultantes dynamiques moins M1 plus M2 plus M3 fois G.